approche en recherche d'emploi qui permet de trouver un emploi sans répondre à une seule offre d'emploi. Alors, pourquoi ça s'appelle SPGC? La stratégie, alors S pour stratégie, c'est une approche stratégique qui est basée, comme vous pourrez le constater, sur l'analyse, la compréhension de l'environnement dont je viens de vous parler. P pour proactive. Alors, pour faire simple, la proactivité, la réactivité, c'est saisir les opportunités quand elles se présentent. La proactivité, c'est créer les opportunités dont on a besoin pour atteindre ses objectifs. Donc ça va plus loin que la réactivité. Proactive, vous allez créer les opportunités dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs professionnels. Et de gestion de carrière, parce que c'est pas seulement de la recherche d'emploi, mais c'est aussi pour les indépendants, pour les gens en poste et pour les gens qui créent une entreprise. D'accord ? Et cette méthode SPGC, elle est basée sur un postulat aussi simple qu'opérationnel, qui est le suivant. Un emploi, au sens large de collaboration, ça peut être une collaboration non salariée, une intervention indépendante, n'est que, là, aux yeux des dirigeants bien sûr, la contrepartie d'une création de valeur qui le justifie. Autrement dit, si la valeur créée est supérieure au coût, le chef d'entreprise va décider de créer un emploi, éventuellement. D'accord ? Mais à condition qu'il ait identifié quelle valeur ça pouvait créer. Et je vous ai dit que le problème des dirigeants des entreprises, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à estimer cette valeur. Et donc, dans le cas où ils ne sont pas convaincus, a priori, que le recrutement de tel ou tel collaborateur ou collaboratrice va créer une valeur qui justifie, c'est-à-dire supérieure à ce que ça va coûter, et bien, ils ne recrutent pas. Alors vous allez me dire, bon, jusque-là, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Peut-être plus que vous le croyez. Parce que la conséquence de ce postulat, c'est qu'il n'y a pas une façon de trouver un emploi, ou de vendre des missions, mais qu'il y en a deux. La première, évidemment, ça consiste à répondre aux besoins formulés par les entreprises, les offres d'emploi, et c'est les approches classiques. Et dans les approches classiques, on l'a dit, on vend son profil et ses compétences. Mais il y en a une autre qui consiste à s'intéresser à ce qui détermine la volonté des entreprises d'embaucher, de créer un emploi, c'est la création de valeur. Si vous êtes capable d'identifier comment vous pouvez créer de la valeur pour une entreprise et de le lui démontrer, même si l'entreprise n'a pas exprimé un besoin, même surtout si l'entreprise n'a pas exprimé un besoin, n'a pas émis une offre d'emploi, elle va dire tiens, ça c'est intéressant. Lui, il peut créer une valeur qui m'intéresse. Lui, ouais. Et donc, il va vous faire des propositions de collaboration. Mais dans ce cas, vous ne vendez pas vos compétences. C'est, encore une fois, je suis désolé, mais vos compétences, c'est pas ça qui est intéressant. Vous vendez la valeur que peuvent créer vos compétences. Et vous la vendez projet à l'appui. Évidemment, il faut que vous expliquiez comment vous allez créer de la valeur pour cette entreprise. Est-ce que ça va coûter? Est-ce que ça va rapporter? Voilà, et ça c'est la méthode SPGC bien entendu. Donc c'est pour ça que la méthode SPGC permet de trouver un job sans répondre à une seule offre d'emploi, puisqu'on n'a pas besoin que les entreprises aient émis un besoin de compétences. On va vers elles, on leur démontre qu'on peut créer de la valeur et on suscite de leur part une offre d'emploi. Alors ça c'est très important. Je ne sais pas si au fond vous allez bien voir, mais je vais vous le détailler. On regarde d'abord la colonne du milieu. Alors ça c'est un outil, ça s'appelle la chaîne verticale de création de valeur. C'est un outil d'analyse stratégique qu'on utilise dans les entreprises pour imaginer comment se positionner, se servir au cancer d'activité, mais peu importe. En fait, ça décrit chronologiquement toutes les étapes qui se déroulent entre le moment où il y a un potentiel de création de valeur non identifié par l'entreprise, et donc quand il est non identifié, il ne se passe rien, parce que l'entreprise n'est même pas consciente qu'il y a de l'existence potentielle de créer de la valeur, et le moment où elle va recruter un collaborateur ou une collaboratrice pour exploiter ce potentiel de création de valeur. Imaginez qu'on ne parle que de potentiel que vous seriez capable d'exploiter. Première étape, pour qu'il se passe quelque chose, il faut que l'entreprise prenne conscience de l'existence de ce potentiel de création de valeur. Sinon, il ne se passera jamais rien.
Et puis une fois qu'elle en a pris conscience, elle va faire quoi? Ben, elle va évaluer le potentiel, elle va voir si c'est valide ou pas, et puis si elle prend la décision de l'exploiter, elle va construire un plan d'action. Elle va imaginer comment elle va s'y prendre pour l'exploiter, quelles ressources il lui faut, comment elle va les mobiliser, combien ça va coûter, combien ça va rapporter, etc. C'est un business plan, un projet. Hein. Et puis, à ce moment-là, elle va se rendre compte que, il nous manque une compétence pour faire ça. Je vois, ça peut être un technicien, ça peut être quelqu'un qui est spécialiste d'un secteur de clientèle que l'entreprise ne connaît pas, ça peut être un acheteur, ça peut être ou un financier, parce qu'il faut mobiliser les ressources financières, etc. Donc elle va prendre conscience de la non-disponibilité des compétences dont elle a besoin pour exploiter ce potentiel, pour mettre en œuvre le plan d'action. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a d'autres solutions, mais la plupart du temps, elle va décider de remédier à ce manque par le recrutement d'un collaborateur qui a les compétences requises. D'accord? Et à partir du moment où elle prend cette décision, elle définit quoi? Le profil du candidat. En termes de compétences, de diplôme, d'âge, d'expérience et de connaissance du secteur d'activité de l'entreprise. Et puis ensuite, vous connaissez la suite, hein, c'est le processus classique. Alors si, quand même, elle va examiner les candidatures spontanées, elle va faire jouer le réseau. Ça y est, c'est le marché caché. On y est. Parce que parfois, elle va chercher, avant de publier une offre d'emploi, elle va chercher si elle ne trouve pas le bon candidat sur les réseaux ou ailleurs. C'est le marché caché. Et puis ensuite, si elle ne l'a pas trouvé, elle va émettre une offre d'emploi. Et puis ensuite, vous connaissez l'histoire, hein, elle va sélectionner les candidatures, elle va en recevoir quelques-uns, elle va avoir un premier entretien, un deuxième entretien, etc. Elle va choisir un candidat retenu. Et parfois, on vous dira, ben oui, ça y est, c'est vous avez gagné, le coquetier, c'est vous qu'on recrute. Mais l'emploi ne sera jamais créé. Ça arrive, dans un certain nombre de cas. Parce qu'entre-temps, ils ont changé de projet, ils sont en voie de rachat par quelqu'un d'autre, ou peut être un événement qui fait que... Eh bien, si vous êtes candidat classique, si vous utilisez les méthodes de recherche d'emploi classiques, vous rentrez dans ce processus, ici, en faisant du marché caché, du réseau, tout ça, ou ici en répondant aux offres d'emploi. Et toutes ces étapes-là, vous les laissez se dérouler sans vous. En revanche, le candidat SPGC, lui, il est capable, éventuellement, dans certains cas, de révéler l'existence de potentiel de création de valeur à des entreprises qui n'en avaient pas conscience. Il est capable aussi, quand une entreprise a identifié un potentiel de création de valeur mais ne sait pas comment. Alors, encore une fois, dans les petites entreprises peu structurées, c'est le dirigeant qui fait tout. Hein. Quand il décide d'exploiter un potentiel de création de valeur, c'est lui qui va formaliser le projet, etc. Alors, des fois, il n'a pas les compétences, et des fois, il n'a pas le temps. Et des fois, il a ni les compétences ni le temps. Donc, en fait, beaucoup de potentiels ne vont pas plus loin et ne les valident même pas. Un candidat SPGC qui a les compétences pour le faire peut très bien valider le projet. Et puis il peut aussi intervenir au troisième niveau en construisant le projet d'exploitation du potentiel qu'il a découvert ou pas, et en démontrant sa faisabilité, l'intérêt pour l'entreprise, toute la valeur que ça pourrait créer pour l'entreprise. Parce que s'il ne le fait pas, ça ne marchera pas. Alors, je vous parlais tout à l'heure des compétences transverses, vous savez, avec la proactivité qui sont les deux qualités. Parce qu'elles vont vous servir à ce niveau-là, pour construire le projet. Parce que si vous amenez un projet qui est validé uniquement sur vos compétences métiers, je vais prendre un exemple, vous êtes technicien de production, vous imaginez comment améliorer la productivité d'un atelier de 10%. La masse salariale étant de 1 million d'euros dans cet atelier, vous faites gagner 100 000 euros à l'entreprise. Ça justifie votre salaire. Sauf que si vous présentez un projet comme ça, validé uniquement sur le plan technique, ça veut dire que vous laissez au chef d'entreprise le soin de le valider sur tous les autres plans. C'est-à-dire, comment on va financer, comment on va former, on va gérer la transition, comment on va former les opérateurs aux nouveaux process, etc. etc. Et comme il ne sait pas faire, il va vous dire, ouais, c'est intéressant votre projet. Quand j'aurai le temps, je l'étudierai de plus près et je vous écrirai. Donc ça ne débouchera pas. D'où la nécessité d'être capable, non pas d'être un spécialiste dans tous les domaines, mais d'avoir suffisamment de compétences transverses pour valider un projet dans toutes ses dimensions. Il faut faire des projets très bien faits, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton pour... Voilà. Et dernière colonne,
Imaginez qu'il y ait à l'instant T 100 potentiels de création de valeur que vous, chacun d'entre vous, serez capable d'exploiter dans la zone géographique sur laquelle vous recherchez un emploi. Imaginez. Eh bien, sachez que le chiffre en vert, c'est dans les grandes entreprises. Dans les grandes entreprises, 50% de ces projets seront identifiés. Et je suis optimiste. Alors, pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais en gros, les grandes entreprises, c'est pas si rigoureux que ça. 25 seront étudiés, 20 donnera lieu à une décision de mobiliser des compétences, 7 seulement, parce qu'il y a les promotions internes, etc., donneront lieu à la définition d'un profil, décider au recrutement et donneront lieu à la définition d'un profil. Et là, c'est foutu si vous êtes senior atypique, vous n'avez pas les bons diplômes, vous n'avez pas l'expérience, etc. Vous êtes hors course. Et 5 donneront lieu à une offre d'emploi. Et vos chances d'obtenir un poste sont de 0,12% potentiel de départ. C'est pour ça que c'est désespérant de chercher un emploi en répondant aux offres d'emploi. Surtout quand on n'a pas le profil du premier de la classe. Et dans les petites entreprises, il n'y en a que 20 qui seront identifiés. Ça donnera lieu à 2 offres d'emploi et vos chances sont de 0,04%. En revanche, si vous pouvez vous positionner sur les premières étapes, alors vous travaillerez sur un bien plus grand nombre de potentiels. Et puis surtout, vous aurez un avantage majeur. C'est que si vous parvenez à construire un projet en démontrant que ça va créer de la valeur et que c'est intéressant pour l'entreprise d'exploiter, et que vous savez comment l'exploiter parce que vous avez construit un plan d'action crédible qui convainc le dirigeant, eh bien vous aurez squeezé toutes les étapes en dessous, dont une qui est particulièrement délétère pour vous tous, c'est la définition du profil. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 70 ans. Si vous êtes capable de construire un projet, de démontrer la création de valeur et de démontrer aussi votre capacité à le conduire, mais déjà en construisant le projet, en le validant et en décrivant comment il faut le mener, si vous arrivez à convaincre le dirigeant, il sera persuadé que vous êtes la personne qu'il faut pour le conduire, évidemment. Mais voilà, en gros, c'est lui qui va vous demander. Parce que imaginez que vous ayez fait ça, démontrer toute la valeur, peaufiner le projet, tout ça, et que vous lui disiez, voilà, j'espère que je vous ai rendu service, au revoir monsieur le dirigeant. Mais là, c'est lui qui va vous courir après. Il va vous dire, attendez, partez pas comme ça. Vous ne voudriez pas venir travailler avec moi? Enfin, à condition, bien entendu, que vous sachiez, que vous parveniez, parce que c'est pas toujours la réalité, à démontrer que le projet est vraiment intéressant pour l'entreprise et crée une valeur correspondant à de forts enjeux pour son dirigeant. Parce que tout est dans les enjeux. Vous pouvez avoir le meilleur projet du monde. Si ça ne correspond pas aux préoccupations du dirigeant, il ne va pas forcément adhérer. En revanche, si vous résolvez une problématique qui l'empêche de dormir, ou si vous lui permettez d'atteindre un objectif dont il rêve, comme par exemple rentabiliser et pérenniser son entreprise, ce qui est le cas dans bien des cas, eh bien, croyez-moi, il ne va pas se préoccuper de votre âge, de vos diplômes. Vous savez que 80% des gens qui conduisent cette démarche, telle qu'elle, ne produisent jamais un CV. Et que quand on leur demande un CV, ils disent, mais pourquoi un CV? Pourquoi vous avez besoin d'un CV? Oui, vous avez raison. C'est comme ça que ça se passe. Alors bon, il y a comment dire, ça c'est le schéma idéal. Je ne vous cache pas que dans bien des cas, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, et que ça débouche quand même sur une collaboration, simplement parce que cette démarche-là, qui consiste à faire ce que Kennedy disait à propos des Américains et de l'Amérique, vous savez, ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Si vous faites la même chose vis-à-vis des entreprises, vous allez séduire les dirigeants. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui conduisaient cette démarche, qui avant même d'avoir prouvé quelle valeur ils pouvaient créer, recevaient des propositions de la part des dirigeants. Tout simplement parce que les dirigeants étaient séduits par leur volonté de créer de la valeur
sans rien revendiquer a priori en contrepartie. Et vous savez ce que je leur conseille dans ces cas-là? C'est de dire, écoutez, je suis très flatté de votre proposition, ça peut effectivement m'intéresser, mais attendons de voir si ça créera suffisamment de valeur pour justifier votre proposition d'une part, et d'autre part, la rémunération que je revendiquerai en contrepartie. Parce que si vous acceptez une collaboration alors que vous n'avez rien démontré, en fait, ça arrive souvent, je vais vous dire pourquoi, parce que ça déstabilise les dirigeants. Les dirigeants, ils ont l'habitude, c'est eux qui recrutent, c'est eux qui décident, et vous êtes candidat. Et là, vous inversez les rôles. Hein. Et donc, quelque part, pour eux, c'est un moyen de vous remettre dans votre fauteuil de candidat. Et si vous acceptez, eh bien, évidemment, c'est lui qui reprend le pouvoir, et vous ne pourrez plus négocier en fonction de la valeur que vous créez. Donc, il faut dire oui, mais ma collaboration, pourquoi pas, mais elle ne peut avoir lieu, elle ne peut avoir de sens pour vous comme pour moi que si je démontre qu'elle crée suffisamment de valeur pour la justifier. Ce qui est le postulat de base de la méthode SPGC. Alors, eh bien évidemment, le marché latent, c'est tout ce qui ne donne pas lieu à une proposition des entreprises. C'est-à-dire dans les grandes entreprises, sur 100 potentiels, c'est 94%, et dans les petites entreprises, c'est 98%. Alors j'exagère peut-être un peu, mais le marché latent est beaucoup plus important de l'emploi et de la collaboration non salariée est beaucoup plus important que le marché officiel, celui qui donne lieu à des offres d'emploi. Il est constitué de toutes les opportunités de créer de la valeur qui justifierait qu'on vous embauche, mais que les entreprises n'ont ni pas identifié ou pas étudié suffisamment pour décider de l'exploiter, et qui ne débouchent donc pas sur des besoins exprimés de la part des entreprises, que ce soit en marché caché ou en offre d'emploi. Ça, c'est le marché latent. Et évidemment, les gens qui utilisent la méthode SPGC se positionnent sur ce marché latent. Et il est très important, beaucoup plus important que le marché officiel, mais il est totalement méconnu, ce qui est un de ses charmes, parce que ça a un certain nombre d'avantages de se positionner sur ce marché, condition d'y parvenir, hein. C'est qu'on n'a plus besoin d'attendre les opportunités, on les crée. Toutes les entreprises ont des potentiels de création de valeur qu'elles n'ont pas identifiés. Donc il suffit que vous soyez capable d'aller vers les entreprises. Et ça aussi, c'est une caractéristique de l'approche SPGC. Il y a quelque temps, j'ai eu une jeune personne qui avait un master en nouvelles technologies, etc., et qui habitait Rouen et qui était vendeuse dans une boutique de téléphonie à Paris. Donc tous les matins, elle faisait 1 heure de train, tous les soirs 1 heure de train. Et elle a eu une petite fille, et là ça devenait vraiment problématique. Et donc elle a décidé de faire la méthode SPGC en ligne. Et la première question qu'elle m'a dit, alors je cible les entreprises que je vais aller visiter. Je lui dis, oh, bah, si vous voulez. Et alors je les cible en fonction de quels critères? Je lui dis, bah, prenez les entreprises autour de chez vous. Et oui, toutes les entreprises ont des potentiels inexploités. Donc si votre problème c'est d'avoir des trajets trop importants, mais cibler les entreprises qui vont réduire ce genre d'inconvénients. Alors on peut aussi les cibler différemment. Hein. Il y a d'autres critères, l'intérêt, l'activité, le côté attractif de l'entreprise, etc. Puis évidemment, quand vous exploitez des opportunités qui n'ont pas donné lieu à des offres d'emploi, vous n'êtes plus en concurrence. Et puis, on l'a dit, mais ça fait du bien de le répéter, dès lors qu'on démontre quelle valeur on est capable de créer pour une entreprise, son profil devient totalement indifférent aux dirigeants, très secondaire, anecdotique, ils s'en foutent. Donc, à la limite, vous n'avez pas besoin de CV. Et puis, aussi, dans la mesure où c'est vous qui construisez le projet, c'est quand même vous qui choisissez le type de projet sur lequel vous voulez vous positionner, et donc qui définissez aussi la mission. Et donc, vous avez plus de chances que ce soit conforme à vos compétences et à vos ambitions, parce que si vous trouvez un projet qui est conforme ni à vos compétences ni à vos ambitions, passez votre chemin, vous allez en trouver un autre. Et enfin,
sachant quelle valeur vous créez, vous avez une base de discussion. D'autant plus que, si vous avez bien travaillé, c'est le dirigeant qui va vous faire une proposition de collaboration. D'ailleurs, dans la négociation, je conseille aux utilisateurs de l'approche de dire c'est bien vous qui voulez m'embaucher, hein, qui voulez que je travaille pour vous. C'est un bon départ pour une négociation. Vous savez tous qu'il vaut mieux être demandé que demandeur dans une négociation. C'est plus tranquille. Puis en plus, vous avez un élan de base de votre salaire. Alors, en général, souvent dans les recrutements, je ne sais pas si ça se fait encore, mais à une époque, on vous demandait d'amener vos anciens bulletins de paie. Ça se fait encore, non? C'est vrai que ça fait tellement longtemps que je ne vais pas chercher non plus. Alors évidemment, la démarche est extrêmement différente des approches classiques, puisqu'on ne répond pas des autres emplois. Et malheureusement, je n'aurai pas le temps ce soir, parce que je crois qu'il y en a qui sont pressés, puis en plus, ça me viendrait un petit peu tard de les détailler. Mais en gros, voici les étapes. Il faut prendre contact avec les entreprises qu'on choisit. Alors comment on fait pour prendre contact avec ces entreprises? Je vais vous dire, il n'y a qu'un secret, on s'intéresse à elles. On s'arrange pour entrer en relation avec le dirigeant. Alors il y a trois façons, trois techniques. Prise de rendez-vous téléphonique, c'est la plus hard, mais elle a un certain nombre d'avantages. C'est vous qui choisissez. La deuxième, c'est vous draguer sur les réseaux, enfin vous draguer entre guillemets, des chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez dans des discussions où il y a des chefs d'entreprise et vous leur dites « Oh, je trouve très intéressant ce que vous pensez, ce que vous racontez, je suis tout à fait d'accord avec vous. » Bon, je sais, c'est un peu... mais bon. Et vous nouez une relation plus ou moins personnelle. Vous savez que il y a des groupes sur LinkedIn, vous avez la possibilité d'envoyer des mails en privé aux interlocuteurs. Donc d'abord, vous commencez à discuter, puis après, au bout d'un moment, vous lui dites « Oh, j'aimerais tellement pouvoir discuter avec vous, je trouve tellement passionnant ce que vous faites, ce que vous dites. » Voilà. Oui, il faut quand même aller caresser un peu dans le sens du poil, hein, mais bon, c'est un bon début. Et puis la troisième, excusez-moi, la troisième approche, c'est aller à des réunions et faire à peu près la même chose. Hein. Entrer en relation, vous savez, dans les réunions de chambres de commerce, des clubs d'entreprise, etc. On a l'occasion de rencontrer des dirigeants, il y a toujours un petit pot, un petit cocktail en fin de réunion. Vous branchez un dirigeant ou une dirigeante et vous lui parlez de lui. À aucun moment vous ne lui dites quelles sont vos compétences et comment vous pourriez l'aider. Vous vous intéressez à lui, vous posez des questions pertinentes du genre « Ah oui, alors c'est intéressant. Et votre clientèle, alors j'ai cru comprendre que vous travaillez essentiellement avec les artisans. » Oui, oui. Ah très bien. Et en fait, votre produit me semblerait pouvoir intéresser aussi les collectivités locales ou les industriels. Vous y avez pensé? Oui, mais vous avez tout à fait raison, mais bon, vous comprenez, mon associé, qui est aussi le responsable commercial, connaît très bien la clientèle artisanale, on a décidé de se focaliser là-dessus. Ah, très bien. Et vous pensez que c'est la clientèle la plus rentable, celle qui vous permettra de... Non, pas vraiment, mais on y songe, mais c'est en projet, on a le projet de... Ah, très bien, donc si je comprends bien, ça s'appelle l'écoute active. Hein. Donc, en gros, l'écoute active, ça consiste à se centrer sur les représentations de son interlocuteur, de ne jamais ramener sa science. À aucun moment on lui fait des suggestions. Ah ben moi, à votre place, j'aurais plutôt fait ça. Jamais. Jamais essayer de lui montrer qu'on a les capacités, etc. Se centrer sur ses représentations. Parce que le seul objectif de cette prise de contact, c'est de finir par lui dire, alors il y a plusieurs types d'argumentation, mais une argumentation que je préconise, notamment à ceux qui suivent la formation, c'est, voilà, j'envisage de développer une activité d'expert, indépendant. Ça veut dire que je ne suis pas candidat à un emploi chez vous. C'est ça qu'ils vont entendre. Pour ce faire, j'ai décidé d'élargir mes compétences de base. Moi, je suis acheteur, vendeur, technicien, etc. Parce que si je veux intervenir de manière pertinente dans des PME, il faut quand même avoir une vision globale de l'entreprise, des compétences diversifiées. Et dans le cadre de cette formation, je dois la valider, ma formation. Et je dois la valider en faisant une mission d'expertise courte, gratuite,
qui crée de la valeur pour l'entreprise. Or, vous avez dit tout à l'heure que, par exemple, vous aimeriez aborder la clientèle des collectivités locales, mais que vous ne la connaissiez pas très bien, etc., et que vous ne saviez pas très bien comment vous y prendre, vous savez maintenant. Ben, si vous voulez, ça c'est fait partie de mon expertise, et si ça vous intéresse, je peux étudier la question. Et peut-être construire un plan d'action, vous expliquer comment vous y prendre, et voir si ça serait réellement rentable. Ah bon, pourquoi pas si c'est gratuit. Et puis, vous réalisez la mission, et dans le cadre de cette mission d'expertise, alors quand je précise courte et gratuite, c'est 20 à 30 heures, étalé sur 3 à 4 semaines, ce qui veut dire que vous pouvez en mener plusieurs de front. Vous allez essayer de démontrer toute la valeur que pourrait créer le fait de se positionner sur ce nouveau segment de clientèle, on pense peut-être si c'est ça, ce que ça coûterait, comment s'y prendre, etc. Et si votre démonstration est convaincante, le chef d'entreprise, il va dire attendez, vous m'intéressez. Alors, des fois, c'est pas la peine d'aller très loin, comme fait. Bon, je n'ai pas le temps de vous en parler là, mais il y a des cas où c'est extrêmement facile. Voilà. Et donc, on obtient le rendez-vous. Et dans le rendez-vous, on découvre leurs problématiques, leurs projets, les enjeux associés à ces projets, puisque je vous l'ai dit, les enjeux c'est très important, à travers un support de découverte, un entretien de découverte qui dure environ 1 heure, et dans lequel on pratique la fameuse écoute active. Et puis ensuite, on finit cet entretien où on n'a jamais non plus dit ah ben vous devriez faire ci, vous devriez faire là, ou moi à votre place je ferai comme ça, jamais. On demande à réfléchir. On dit mais c'est très intéressant, je vois peut-être 1 ou 2 points sur lesquels je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous, dans le cadre de la fameuse mission. Mais bon, il faut que je réfléchisse. Alors ça a 2 vertus ça. Mais une des vertus, c'est que tous les dirigeants d'entreprise ont la conviction que leurs problématiques sont parfaitement originales et qu'ils sont les seuls à avoir ce genre de problématique, même si c'est une problématique qu'ils ont. Et que donc, il n'est pas souhaitable de les démentir sur ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient le sentiment que c'est quand même un truc auquel il faut réfléchir. Et vous prenez un rendez-vous pour lui proposer une éventuelle mission dans 1 semaine maximum, 3 à 4 jours, juste vous avez besoin de réfléchir. Et vous allez mettre à profit ce temps de réflexion pour vous poser la question, est-ce que ça m'intéresse vraiment de me positionner dans cette entreprise sur ce type de projet, sur cette problématique? Et éventuellement d'évaluer vos chances d'aboutir. Alors, quand on travaille en groupe, les groupes que je faisais la CEDI par exemple, on faisait ce débriefing, on appelle ça le débriefing, collectivement. Et c'est extrêmement intéressant. Puis en plus, ça permet de lire entre les lignes, parce qu'ils vous déclarent des trucs, mais parfois il faut savoir l'interpréter. Et le fait de bien connaître le fonctionnement des PME, ça aide. Et si vous jetez votre dévolu, c'est-à-dire si vous dites oui, je vais tenter le coup, je vais proposer la mission, c'est 20 à 30 heures, eh bien vous retournez le voir et vous lui proposez votre mission d'expertise pour ce que vous expliquez, ce que vous allez faire. Alors évidemment, vous basez sur la problématique ou le projet qu'il a mentionné lui-même et vous lui dites voilà comment je vais m'y prendre, voilà les ressources dont j'ai besoin, voilà le temps que ça va durer, et voilà comment voilà le livre. Et puis ensuite vous réalisez la mission sans perdre de vue le fait que votre idée c'est de valider le potentiel, construire un projet, au moins dans ses grandes lignes, parce qu'il y a des projets où il faudrait trop de temps, et démontrer la valeur que crée son exploitation. Alors c'est là que beaucoup me disent ah oui mais c'est bien gentil, si vous êtes commercial c'est facile de démontrer la valeur, mais si vous êtes, je sais pas moi, fonction support, eh bien non, parce que vous travaillez sur un projet. Et en fait, comment on démontre la valeur créée par un projet, quel que soit ce projet, en comparant ce qui se passerait s'il ne le faisait pas, et ce qui se passerait s'il le faisait. Ce qui suppose une compétence en matière de, je vous ai parlé de gestion, un petit peu, savoir calculer des coûts, des marges, ce que j'appelle un compte de résultat différentiel. Rien de très sorcier, le prérequis c'est la règle de 3, mais ça fait partie des compétences transverses
qu'il faut acquérir et que je propose évidemment à ceux qui utilisent cette méthode. Et puis on remet ses conclusions et là, si tout va bien, on déclenche une proposition de collaboration du dirigeant. Alors, rassurez-vous, hein, la plupart du temps, la question a été évoquée bien avant. Mais moi je conseille de rester en retrait en disant on verra si ça crée suffisamment de valeur, etc. Le but étant quand même qu'il se prononce. Et puis après on la négocie. Et là aussi, cette négociation suppose un certain nombre de façons de procéder. Hein. Parce qu'on va négocier en fonction de la valeur qu'on propose de créer. Voilà en gros. Alors demain évidemment c'est là-dessus qu'on va travailler essentiellement, pour ceux qui pourront revenir à la journée de formation. On va approfondir la mise en œuvre de l'approche. Pour les autres, éventuellement le livre vous décrit parfaitement la démarche. Donc je reviens sur les capacités clés. Il faut être proactif, c'est-à-dire il faut y aller, quoi. Hein. Il faut motivé pour y aller, et puis il faut surtout être convaincu qu'on est capable de le faire. Qui vont vous permettre de valider vos projets, sinon à 360 degrés, en tout cas, assez le plus largement possible, de sorte que le dirigeant n'ait pas à le valider à votre place, ou à le finaliser à votre place. Et en fait, ces compétences transverses, c'est un certain nombre d'outils de création de valeur qui sont tout à fait à la portée de ici, puisque le prérequis c'est le niveau 4. Bon, ça demande quelques dizaines d'heures de boulot. Mais sachez que c'est un investissement qui vous servira non seulement à retrouver un job, mais par la suite à maîtriser votre évolution de carrière professionnelle. Voilà, donc si certains d'entre vous souhaitez passer à l'acte, moi je vous conseillerais les étapes suivantes. Commencez peut-être par le bouquin qui décrit le processus de manière extrêmement détaillée. Je vous enverrai un lien vers le site et un lien vers le test. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site, vous verrez des compléments d'information tout à fait gratuits. Il y a un test d'évaluation de vos capacités clés également, que vous pouvez faire gratuitement bien sûr. Et puis sachez que la méthode SPGC fait aussi l'objet de formations en ligne. En fait, il y a deux formules. Il y a les modules en ligne qui contiennent évidemment les compétences transverses et les outils de création de valeur, sec. Et puis il y a la même chose, mais 2 à 3 fois par an, j'organise une session de formation accompagnée, c'est-à-dire que je propose des séances de coaching en ligne. D'ailleurs, Philippe peut en témoigner puisqu'il est en train de suivre cette formation. Donc vous avez les modules et l'accompagnement en ligne. Voilà, et maintenant, c'est à vous de vous exprimer. Je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Est-ce que vous avez des questions ou des objections? Par rapport aux candidatures spontanées, pourquoi est-ce que vous considérez que ça a aussi peu d'impact par rapport à une réponse, à une... Non, alors, je ne considère pas que ça a aussi peu d'impact. Les candidatures spontanées, ça ne fonctionne que si l'entreprise a un besoin dont elle est consciente et qu'elle cherche à pourvoir. D'accord? Donc c'est le marché caché en fait. Oui, mais c'est ça que je suis en train de dire, c'est que ça a peu d'impact par rapport au fait qu'on pourrait... Ah ben oui. Ben oui. Vous l'avez mis à... Candidature spontanée, vous avez vu, vous touchez 7 potentiels sur les centres de départ, alors que si vous remontez dans la chaîne verticale, vous pouvez en exploiter beaucoup plus. C'est-à-dire, l'intérêt de l'approche de SPGC, c'est que vous ne répondez pas à un besoin exprimé par l'entreprise. Si je propose mes services en spontané. Oui. Mais vous proposez quoi? Vos compétences, votre expérience. Oui, mais aussi peut-être en expliquant l'argent peut-être que j'ai gagné à mes précédents employeurs. Donc je vais montrer une certaine valeur aussi par là si je sais
faire une belle lettre de motivation, si je sais me vendre correctement. Oui, mais bien sûr, ça marche, heureusement, hein, ça peut marcher, mais beaucoup moins. D'abord parce que très souvent, vous devrez affaire à quelqu'un qui a un besoin, parce que sinon, votre lettre de candidature, il n'en a pas besoin, donc Google. Et s'il a un besoin, il a défini un profil. Donc, qu'est-ce qu'il va regarder? Votre CV. Il va dire, ah mais non, elle ne connaît pas mon secteur d'activité, elle n'a pas tel diplôme, elle n'a pas, etc. Donc, voilà. Mais il se peut aussi que vous soyez pile poil le candidat, que vous correspondiez au profil, et qu'il vous embauche. Sauf que, statistiquement, vos chances sont bien moindres que si vous arrivez en amont de toutes ces étapes, avant même qu'il ait défini un profil, avant même qu'il ait décidé de recruter. Donc si je poursuis, si un sponsor doit finalement encore mieux marcher, il faudra plus toucher les opérationnels ou dirigeants directement que les ressources humaines. Non, mais dès lors que vous parlez de candidature, vous n'êtes plus dans la méthode SPGC. Vous n'êtes pas candidat. Je sais que c'est la grosse difficulté des gens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'adhèrent pas à cette démarche. Une proportion non négligeable. Pourquoi? Parce que ils veulent être candidats. Voilà, ils ne se voient comme candidats. Ils pensent, ce que je dis, à la représentation qui tue. On ne peut trouver un emploi qu'en se positionnant en candidat à un besoin exprimé par une entreprise. Donc, quand vous faites une candidature spontanée, vous vous positionnez en candidat. Et vous espérez que l'entreprise a un besoin qui correspond au profil. Est-ce que ça ne reste pas plutôt aux PME qu'aux multinationales? Alors, écoutez, multinationales, non, j'en sais rien. Mais je peux vous dire que 20% des gens que j'accompagnais dans le cadre des ACIVIC, que même encore, trouvent un job dans des entreprises de plus de 250 salariés. Parce qu'en fait, une ETI, voire même une grande entreprise, c'est jamais qu'un assemblage de PME, enfin en termes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la démarche vis-à-vis d'un dirigeant, vous la faites vis-à-vis d'un chef de service. Vous faites que les chefs de service. Ça répond aux besoins qu'on a créés chez nous. Sauf que, oui, mais le chef de service, il a des enjeux qui ne sont pas forcément ceux de l'entreprise. C'est là où c'est un peu différent. Et c'est ces enjeux à lui qu'il faut servir. C'est-à-dire que si vous avez un chef de service qui est, par exemple, un directeur commercial qui est sur la sellette parce que ses résultats ne sont pas bons, que vous lui amenez une solution pour améliorer ses résultats crédibles, le mec, il va se battre pour vous faire embaucher. Surtout si vous lui dites je ne veux pas ta place, je veux juste celle-là. Oui. Et dans les PME, en fait, par rapport aux résultats que vous avez vus, est-ce que ça débouche sur un projet, une collaboration ponctuelle ou ça mène Et ça dépend. Ça dépend de la nature du projet. Alors moi, ce que je conseille, notamment aux seniors aujourd'hui, c'est de commencer par vendre une prestation d'expertise, un portage, parce que c'est plus facile. Un chef d'entreprise conclura plus facilement une mission d'expertise sur un sujet bien précis. Ça peut durer 6 mois, hein, voire plus. Ça peut être en temps partiel ou pas. Mais bon, voilà, c'est plus facile de prendre la décision pour un chef d'entreprise qui sait aussi qu'il pourra interrompre la mission assez facilement si ça se passe pas comme il veut. Et ensuite, grâce aux outils de création de valeur, d'identification, c'est quoi les outils de création de valeur? C'est les outils qui permettent l'identification systématique des potentiels. C'est quelques outils très simples et très efficaces, et de les valider et de construire des projets. Grâce à ces outils, vous allez trouver d'autres pistes d'amélioration. J'ai même actuellement, j'accompagne une senior qui est rentrée pour un remplacement à un poste. Alors elle a été directeur logistique, directeur commercial, elle a eu des salaires de pas loin de 100 000 € dans sa carrière, mais ça fait 3 ans qu'elle est au chômage, elle est en fin de droit, elle est à la rue. Et elle a accepté, elle a eu du mal, un poste d'exécutant facturation dans une entreprise à 1 600 € par mois. Bon, c'est mieux que les 500 € qu'elle avait au truc. Mais ça fait 3 mois qu'elle y est. Elle a résolu des problèmes au niveau de l'RP, elle a optimisé les achats, elle leur a appris comment on répondait à des appels d'offres. Elle est en train c'est Madame Solution dans l'entreprise. Mais je peux vous dire qu'ils ne vont pas la laisser partir. En plus, elle a des savoir-être et tout ça. En gros, son CDD se termine en janvier.
je peux vous dire qu'ils vont lui proposer un poste parce qu'elle leur apporte une valeur considérable et en plus à plein de niveaux. C'est-à-dire que comme elle est assez polyvalente, elle n'a pas besoin de se fouiller. Maintenant, au début, c'est elle qui un peu a dit des problèmes de curiosité. Maintenant, ils viennent tous la voir quand ils ont un problème. Et sur ces valeurs transversales, vous avez un outil pour nous permettre Oui, d'identifier c'est ça? les outils de création de valeur, c'est les compétences transverses. C'est très délimité. Hein. Philippe a pu les voir. Mais pas encore tout. Ouais, il n'est pas encore tout. Ça peut s'appliquer pour des fonctions un peu transversales comme finance, par exemple À tout type de fonction. Alors attention, hein, ne faites pas l'erreur du candidat. Vous n'êtes plus financier, commercial, vous êtes créateur de valeur. Et peut-être que ça va vous amener à exercer vos talents un peu en dehors de votre... Parce que dans une PME, c'est quand même un truc qui marche bien dans les PME, hein, dans une PME, ils n'ont pas forcément besoin d'un ultra spécialiste. Et donc ce qui va les intéresser, c'est un ultra spécialiste qui va apporter de la valeur dans ses compétences, mais qui va être capable aussi, comme la personne que je vous cite, hein, de résoudre des tas de problèmes. Oui. Est-ce que c'est plus compliqué à mettre en œuvre du coup pour quelqu'un de relativement jeune diplômé? Écoutez, non. Parce qu'il n'y a pas de différence ou est-ce que... La dernière action que j'ai faite sur des financements publics, j'arrive pas à vous faire plusieurs fois. C'était pour des jeunes docteurs d'université qui voulaient se reconvertir dans le privé parce qu'ils n'avaient pas de débouché dans la recherche publique ou dans l'enseignement ou parce qu'ils n'avaient pas envie. Mais la plupart, c'est parce qu'ils n'avaient pas trouvé vraiment... Et donc, alors plus éloigné de l'emploi et de la réalité des entreprises qu'un docteur en chimie ou en mécanique, encore en mécanique, peut-être mais bon, il n'y a pas, hein, on ne fait pas. Hein. Bon, en revanche, c'est des gens qui phosphorent très très vite et qui ont acquis les outils en 2 temps, 3 ans. D'ailleurs, on a eu exactement le même taux de réussite qu'avec tous les autres, 80%, 12 sur 15. Et ça, et idem pour les seniors. Je veux dire, il n'y a pas les critères d'âge, d'expérience, d'ancienneté ne jouent pas. On n'est pas moins crédible en fait. Après, Pardon? Non, on n'est pas moins crédible. Alors attention, hein, je dirais même, j'ai eu des autodidactes, alors des gens qui n'avaient pas forcément un niveau, pas vraiment les qualifier de cadre au sens strict du terme. C'est plus dans la tête que ça se passe. Hein. C'est-à-dire que si on revendique un poste avec des responsabilités, qu'on ne veut pas être purement exécutant, c'est suffisant. Alors, tous les projets ne sont pas... Bon, un senior expérimenté, il arrivera assez facilement à devenir le bras droit d'un patron de PME. Un jeune diplômé, un peu spécialisé, etc., peut-être qu'il passera par un projet intermédiaire. D'ailleurs, ça n'intéresse pas forcément des registres des dirigeants. Par contre, vous avez sur sur YouTube, j'ai des témoignages de jeunes, notamment de plusieurs jeunes diplômés, des docteurs, là, puis d'autres, qui ont trouvé des jobs. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils progressent très vite. Ils le disent eux-mêmes, hein, en fait, très vite, j'ai pu nouer des relations stratégiques et des synergies avec les autres services de l'entreprise parce que je savais comment fonctionnait une entreprise. Ça, c'est très important. Mais donc c'est plutôt un profil généraliste, une vision généraliste, une vision spécialiste qui va permettre d'être attractif. Ben, moi, je pense qu'il faut les deux. Vous savez, aujourd'hui, dans la recherche, par exemple, je connaissais bien la recherche, les mecs qui sont ultra spécialisés, c'est-à-dire ils ne sont pas chercheurs sur le cerveau, ils sont chercheurs sur une petite zone du cerveau et ils ne connaissent pas le reste. Ben, moi, j'ai un petit doute sur l'efficience de ce genre de travail. Ils me disent, ah oui, mais j'arrive déjà pas à lire tous les articles sur mon sujet, alors qu'est-ce que tu veux que je m'intéresse aux autres zones du cerveau? Ben, moi, j'ai un problème avec ça. Je me dis, est-ce que c'est vraiment ça? Et moi, je crois, oui, je crois beaucoup qu'il faut avoir une vision globale de l'entreprise, c'est ce que je soutiens, pour créer de la valeur. Une question concernant la concurrence sur le marché. Le marché est assez... a changé, je trouve, depuis pas mal d'années, depuis 10 ans. Ouais. Et avec les boîtes de conseil qu'il y a aujourd'hui, comment on va pouvoir convaincre un recruteur de nous donner des informations sur les problématiques auxquelles il fait face quand on a
autour de nous, dans le marché, les boîtes de conseil, les boîtes de recrutement, puis tous les autres moyens d'intégrer l'entreprise. Vous avez dit, vous avez dit comment on va convaincre un quoi? Un recruteur. Ah, si c'est un recruteur, vous ne le convaincrez pas. Si c'est un chef d'entreprise, tout simplement en lui proposant une expertise gratuite. Non, mais Si les sociétés de conseil se font payer. de nous faire part de ses problématiques, comment l'inciter à nous faire part de ses problématiques. Déjà, nous les En vous intéressant à lui. Alors, vous savez, ça c'est une règle absolue dans l'existence, et pas seulement avec les chefs d'entreprise. Intéressez-vous aux gens, sincèrement, centrez-vous sur leur représentation, ne mettez pas votre grain de sel, etc. Et vous allez voir comme ils s'ouvrent et comme ils se livrent et comme ils adorent ça. Et plus encore les dirigeants d'entreprise, parce que c'est des gens qui sont seuls. Mais je trouve qu'ils sont noyés aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est noyés, ils sont noyés dans une masse de personnes qui les sollicitent parce qu'il y a un marché, il y a beaucoup de candidats. Oui, qui les sollicitent. Et voilà, donc, mais là, vous ne les sollicitez pas. La brèche. Là, vous ne les sollicitez pas. Vous vous intéressez sincèrement à eux de manière désintéressée. Enfin, vous vous intéressez de manière désintéressée. C'est plus contradictoire. Mais ouais, c'est ça. Vous vous intéressez à eux, à la valeur que vous pouvez créer pour eux, et vous ne demandez rien a priori en contrepartie. Et ça, je peux vous dire que ça marche avec tout le monde. Oui. J'ai une question sur les... Qu'est-ce que vous pensez sur le fait de revenir vers des sociétés sur lesquelles on a été candidat? Ouais. On a été shortlisté, Ouais. pour X raisons, on n'a pas été pris. Comment votre méthode, en fait, est-ce que vous conseillez ou pas, je ne sais pas, de revenir vers ces sociétés-là en leur disant, bah voilà, dans les 1, 2 ou 3 entretiens qu'on a passés ensemble, j'ai vu ça, est-ce qu'on peut... Parce qu'en plus, on a les contacts. Là. Alors, je ne peux pas répondre à votre question comme ça, il faudrait que je sache un peu plus sur le contexte, etc. Là, sur un entretien, on rencontre le DRH et le conseiller, par exemple. Ouais. On connaît un peu mieux l'entreprise parce qu'on a discuté directement avec les stratèges. Alors, je ne peux pas répondre, il faudrait que j'ai beaucoup plus d'éléments, que je me pose beaucoup plus de questions. En revanche, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai connu beaucoup de gens qui étaient en échec en recherche d'emploi classique, qui à partir du moment où ils font la méthode SPGC, ils apprennent, etc., réussissent beaucoup mieux dans les entretiens classiques. Parce que souvent ils me disent, je fais quoi là? Je réponds aux offres d'emploi ou j'arrête? Je leur dis, fais comme tu veux, si tu veux répondre, tu réponds. Sauf que quand tu réponds, mais quand tu fais méthode SPGC, tu n'es pas candidat, hein. C'est vraiment tu cloisonnes. Et étonnamment, ils ont un taux de réussite bien plus élevé quand ils sont à des entretiens classiques, quand ils sont en SPGC. Alors pourquoi ça? Parce qu'en plus, moi je préconise une stratégie que vous pouvez tous mettre en œuvre demain si vous avez un entretien. En substance, je dis bien, vous dites à votre interlocuteur, si c'est le dirigeant ou enfin quelqu'un de l'entreprise, si c'est un recruteur, un peu plus compliqué encore que ça peut marcher. Vous lui dites, écoutez, bon, merci de m'avoir convié à un entretien, d'autant plus que je n'ai pas l'impression d'avoir exactement le profil que vous recherchez, mais ça m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait, j'ai une question qui me tarabuste, c'est le poste que vous créez, c'est la solution, mais c'est quoi le problème? Et s'il accepte de répondre à votre question, il va vous dire, ben ouais, on crée ce poste parce que ceci, parce qu'on a des difficultés là, etc., etc. Et là, vous allez encore pratiquer l'écoute active, faire déballer un petit peu ces problèmes, les tenants et les aboutissants. Et à aucun moment, vous allez lui dire, ah ouais, vous auriez dû faire ça, ou moi j'aurais fait ça, ou etc. Mais vous pouvez poser des questions. Et est-ce que vous avez pensé à telle solution? Ou est-ce que vous avez pensé que vous pourriez aussi résoudre votre problème de telle et telle manière? Parce que vous y avez songé. Et dans le cas échéant, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Etc. Ce faisant, vous allez montrer que vous posez des questions pertinentes, que vous avez quelques compétences dans le domaine et surtout vous allez vous différencier de tous les autres candidats qui vont chercher à vendre leur CV. Et le fait de vous différencier, à la fin, quand il aura vu 25 candidats, 24 qui leur auront parlé de leur CV et un qui se sera intéressé à ces problématiques et à la manière dont il avait choisi de les résoudre et à l'efficience supposée des solutions qu'il a mis en œuvre, ben il se souviendra duquel. Ça veut dire qu'il y en a 24 qui vont
a priori, qui ne sont pas dans la salle aujourd'hui ce soir, il y en a 24 qui vont avoir cette approche entre guillemets standard. Il faut essayer de vendre leur CV comme on leur a appris. Sans dire que les gens sont tous assez bien informés. Beaucoup de gens, je pense, ça doit avoir aussi cette approche un peu marketing maintenant, de justement, comme vous dites, de poser la question de quels sont les besoins pour pouvoir Il faut un conflit pour faire ça. Dire, parce qu'en plus, dire, ben, je n'ai pas le profil. Mais en plus, c'est là où c'est génial. C'est qu'en gros, vous dites, je sais que c'est pas moi que vous allez recruter. Mais je suis quand même heureux que vous... Enfin, en substance, c'est ce que vous laissez entendre. Et ça, ils ont horreur de ça qu'on prenne des décisions à leur place. Et rien que pour vous contrarier, c'est vous qui vont recruter. Non, après, ça joue aussi. Vous comprenez, c'est des mécanismes subtils. Hein. Ça peut aussi jouer. Parce que, certes, c'est pas vous qu'ils auraient recruté, parce que vous n'avez pas exactement le profil défini, machin, tout ça. Mais par contre, vous avez posé des questions intelligentes, vous avez montré votre pertinence, vous avez montré aussi que vous savez, face au désir de l'autre, montrer de l'indifférence, c'est généralement ça renforce le désir. Parce que les séductrices et les séducteurs savent parler. Il ne faut jamais essayer d'être poli. Bien, si vous n'avez pas de questions, on va lever la séance.